Très heureux de vous retrouver, chers web spectateurs, et bienvenue sur TSM. Vous êtes dans Génération Impact, l'émission qui met en lumière les initiatives de ceux et celles qui s'engagent au quotidien à faire bouger les lignes afin de changer notre regard sur le monde. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, une question essentielle se pose. Et si la technologie devenait aussi un outil de préservation de nos identités culturelles? Aujourd'hui, dans Génération Impact, nous recevons une femme qui fait le pari audacieux de mettre l'intelligence artificielle au sein ou encore au service de nos langues africaines. Chercheuse en intelligence artificielle, entrepreneur et innovatrice tech, elle est à l'origine de Aubonne Artificial Intelligence ou encore autrement appelée Aubonne AI, une intelligence artificielle capable de traduire en langue locale, contribuant ainsi à la transmission de savoir, à l'inclusion numérique et bien évidemment à la valorisation de notre patrimoine linguistique. Son engagement lui a également valu une place ou encore une reconnaissance au sein du livre blanc du comité scientifique SALTIS 2025 et aujourd'hui, elle porte une vision claire, faire de l'intelligence artificielle un levier d'impact en Afrique. Pour en parler, nous la recevons sur notre plateau. Bonjour Madame Orly. Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci infiniment. C'est un chaleureux plaisir de vous avoir sur le plateau de TSM. Merci. Alors, dans cette émission, nous mettrons en évidence certains points de votre carrière et quelques explications sur vos motivations et bien évidemment, mettre aussi l'accent sur l'impact de votre invention. D'accord, il y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu que l'intelligence artificielle et le digital pouvaient devenir aujourd'hui un véritable levier de transformation pour nos sociétés africaines? Alors ça, c'est depuis les années 2014, parce qu'en 2014, je me lance officiellement dans l'entrepreneuriat tech. Et là, on est plus dans l'avènement des réseaux sociaux qu'autre chose. Et on a vu justement avec l'avènement des réseaux sociaux l'impact que cela pouvait avoir déjà au niveau de nos sociétés et de comment on communiquait et de comment on pouvait aller devenir entrepreneur ou faire du commerce. Donc, ça a changé pas mal d'habitudes et d'aptitudes. Et c'est ce qui m'a donné justement ce petit penchant de se dire on ne peut rien faire sur le numérique au XXIe siècle. C'est le nerf de la guerre. Donc, avant, on parlait des transactions commerciales, mais aujourd'hui, il est important de comprendre que les échanges ont changé. La dynamique a changé aussi et qu'il faut s'adapter. Donc, c'est là où j'ai pu percevoir depuis les années 2014, justement, l'impact et la réalité du numérique et de l'intelligence artificielle par la suite. Alors, vous évoluez à la croisée, on va dire, de 3 domaines, notamment le design, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat. Alors, comment cette transversalité peut nourrir votre capacité à créer des solutions à fort impact social? Alors, il faut savoir une chose, c'est que toutes mes activités ont une ligne conductrice. Donc, c'est le marketing digital, c'est la communication. Et par exemple, quand je fais du design numérique aujourd'hui, le design numérique, c'est tout simplement de la communication homme-machine. Donc, c'est ce qui me passionne. Par la suite, quand je fais de l'entrepreneuriat, ça me permet d'être directement au contact des cibles et de pouvoir cerner quels sont les différents besoins pour pouvoir les servir. Très bien. Au travers du numérique. Et quand on parle par la suite de tout ce qui est intelligence artificielle, ce sont les nouvelles technologies. On ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, les intelligences artificielles, je parlais tout à l'heure du fait qu'on parlait il y a quelques années uniquement des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux, on parle aussi maintenant de Meta AI. On parle de pas mal d'IA qui sont déjà intégrés sur ces différents réseaux sociaux. Donc voilà, c'est juste un fil conducteur qui est là et qui me ramène toujours à la même chose. De se dire qu'il faut tourner autour de l'être humain et voir comment répondre maintenant convenablement aux besoins des êtres humains au travers des interfaces et bien d'autres. Alors, en tant que chercheuse en intelligence artificielle, quels sont les axes qui, selon vous, vous paraissent les plus stratégiques pour répondre de manière adaptée aux réalités africaines? Ok, super. Alors, pour répondre de manière adaptée aux réalités africaines, il y a d'abord un format à prendre en compte. C'est que, premièrement, les États vont vous dire, nous, on a des priorités. Donc, certains États vont dire on veut d'abord investir en termes d'agriculture et voir quel est l'impact ou bien l'apport de l'IA dans l'agriculture, etc. Mais quand on regarde de manière globale, on sait tous que la force d'un État, la force d'un pays, c'est sa population. Exact. Donc, premièrement, elle doit d'abord être formée. Il faut d'abord former la population, mais pour réussir à former la population, il faut d'abord effectuer des recherches dans un premier temps qui vont permettre de définir le comment et sur quel plan exactement nous allons commencer à former la population. L'un des challenges que nous avons, par exemple, quand nous commençons à parler de formation, c'est de constater qu'aujourd'hui, quand on arrête quelqu'un en route, que ce soit un jeune ou bien quelqu'un d'un certain âge, nous allons constater que ces personnes vont nous dire, OK, IA, c'est ChatGPT. Or, l'IA ne se limite pas à ChatGPT. ChatGPT n'est qu'un modèle parmi tant d'autres. Très bien. Aujourd'hui, parmi les axes justement d'intervention, c'est d'abord la formation
et d'abord prioriser avant toute chose la recherche en intelligence artificielle pour avoir un impact stratégique. Du coup, à l'heure actuelle, y aura-t-il une différence entre ChatGPT et ces nouvelles innovations? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de ChatGPT, on parle aussi d'apport identitaire et culturel d'un autre pays. Très Ça, bien. c'est une réalité. Par exemple, ChatGPT a été conçu dans un environnement bien précis. Très bien. Aujourd'hui, il est important de comprendre que si aujourd'hui on utilise des outils numériques qui parlent majoritairement anglais, français, espagnol, etc., avant de parler d'abord nos langues locales, etc., et de s'adapter à nos réalités, c'est parce qu'elles ont été conçues dans un certain environnement. Et ensuite, elles essayent de s'adapter maintenant à d'autres cultures et tout le reste. Mais la vérité, c'est que nous devons être une force. Quand on parle de souveraineté numérique, c'est tout ça. Nous devons être une force et promouvoir aussi des outils qui sont conçus localement. Très bien. Alors, parlons justement de Why Infinity Consulting. C'est très jeune que vous l'avez créé. Et on va dire que c'est une initiative avec l'aspect entrepreneurial. Alors, en quoi cette initiative, encore cette invention ou cette mise au point, la mise au point de ce projet, en quoi cette mise au point a-t-elle forgé votre vision de l'innovation et de l'impact social? Alors, ouais, Infinity Consulting, c'est quelque chose, je souris toujours. Très bien. C'est ma première entreprise. J'avais Très bien. quoi? J'avais 19 ans. Très bien. C'était en 2014, si je ne me trompe pas. Et du coup, il s'est passé une chose, c'est que, ouais, Infinity Consulting était là d'abord, premièrement, pour sensibiliser les personnes, les habitants, les populations sur comment utiliser justement les réseaux sociaux et les médias sociaux. Très bien. Ensuite, ça a aiguisé vraiment mon approche en termes de numérique. Oui. Savoir que aujourd'hui, quand on parle de numérique, on parle aussi de nouveaux métiers. Donc, Très bien. vraiment, nous faisions partie des premières personnes à être des community managers, etc. Et là, c'était plus au niveau du Gabon. Très Donc, il y bien. avait aussi d'autres précurseurs autour. Donc, c'était vraiment valoriser des profils tels que le community manager, tels que les marketeurs, etc. Et c'était pas donné, c'était pas facile. Mais au moins, ça a relevé certains points. C'est que toujours le même défi que nous retrouvons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il faut la formation, l'adaptation et la contextualisation de ces produits. Très bien. À présent, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Parlons de OpenAI, qui est l'office même de cet entretien. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette volonté de mettre l'IA au service des langues africaines, Alors, en particulier le fond? OK. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire d'où ça vient. C'est-à-dire, ayant travaillé, ayant cofondé Andaka, Très bien. donc étant ex-cofondatrice de Andaka, ayant travaillé sur Awa, la première intelligence artificielle sénégalaise à parler le Wolof, Très bien. j'ai pu voir justement quels sont les enjeux. C'était l'une de mes premières missions dans l'intelligence artificielle. J'ai pu peser quels étaient les enjeux justement et quel devrait être l'impact en termes de recherche contextualisée pour de tels produits. Oui. Donc, quand on parle d'inclusion numérique, quand on parle de la réduction de la fracture numérique, ça passe par là. De faire en sorte qu'un pays puisse communiquer convenablement avec toute sa population, Oui. c'est souverain, c'est Très puissant. Donc, par la suite, quand j'ai regardé du côté de l'Afrique centrale, voir que malheureusement, il y avait certaines initiatives, mais qui n'étaient pas aussi structurées malheureusement, En effet. l'idée m'est venue de dire il faut qu'il y ait OpenAI. OpenAI n'est pas juste là pour parler des langues locales, donc j'insiste. Oui. OpenAI est plus axé Afrique centrale qu'autre chose parce qu'il y a des réalités. Le contexte, par exemple, ouest-africain n'est pas le même qu'en Afrique centrale. Très bien. Nous avons des cultures différentes, nous avons des habitudes différentes, mais Oui. nous nous réunissons et nous nous retrouvons sur certains points, par exemple, surtout culinairement parlant. Oui. Mais en termes de langue, etc., il y a vraiment des différences qui sont là. Et donc, même en termes de recherche, quand on fait de la recherche, il y a au niveau de l'Afrique centrale, on constate que le process ne peut pas être le même, par exemple, en termes de recherche IA au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, du coup, la première étape, c'est toujours les langues. Pourquoi c'est toujours les langues? Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas promouvoir un outil réellement numérique tel qu'une IA dans un contexte, dans un environnement et dire, OK, on va juste adapter le français et l'anglais. C'est trop facile, mais c'est réducteur parce que dans un pays, il y a plusieurs provinces, il y a plusieurs régions. L'idée d'une technologie est d'unifier et d'apporter un plus. Donc, on commence par les langues pour unifier et pour avoir l'impact qu'il faut et pour ensuite répondre aux besoins contextualisés. Très bien. Justement, à présent, de manière concrète, quel changement OpenAI peut-elle apporter dans la vie quotidienne, notamment sur le volet de l'éducation et la transmission, proprement parlant, de transmission culturelle des populations concernées, notamment au Gabon ou encore l'Afrique centrale en général? Alors, il y a une réalité, c'est que en termes d'apprentissage, avec l'IA, c'est plus simple. Très bien. C'est une réalité. D'accord? Cela ne veut pas dire que les enseignants et les professeurs, moi-même je suis enseignante,
Ça ne veut pas dire que les enseignants et les professeurs n'ont plus leur place. Ils ont toujours leur place et leur rôle à jouer. Mais aujourd'hui, l'apprentissage est plus valorisé et plus mis en avant et plus facile, accessible En effet. grâce justement aux IA. Maintenant, l'impact que ça pourrait avoir, c'est que dans un premier temps, une IA peut être utilisée pour valoriser et préserver des langues locales. Très bien. Ce qui a été fait par exemple avec Awa au niveau du Sénégal et aussi avec OpenAI au niveau du Gabon. Ensuite, une IA aussi peut impacter la jeunesse en termes d'habitude et d'attitude. L'idée d'une IA, par exemple, telle que OpenAI, comme je l'aperçois, c'est de revenir à notre identité culturelle. Très De bien. se dire, OK, si je dis que je suis camerounaise ou bien que je suis gabonaise ou encore que je suis de la Guinée équatoriale, Très bien. quelles sont en vérité mes caractéristiques? Comment je fonctionne? Quelle est mon histoire, mon identité? Donc voilà, c'est une communication plus fluide. Maintenant, comment on fait pour nos parents, nos frères et sœurs qui vivent dans les villages et ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'anglais? Comment on fait pour eux? C'est de se dire, OK, aujourd'hui, nous avons des outils AI Exact. qui peuvent justement communiquer avec eux, leur transmettre des informations Très bien. tout en ne dénaturant pas leur quotidien. Donc, ils sont habitués à parler leur langue locale. Très bien. On continue là-dedans et on avance. Est-ce que vous estimez qu'il y aura aussi des défis en termes d'adaptation lorsqu'on prend nos parents âgés qui n'ont pas vraiment connu le numérique et avec l'ascension dans le domaine, surtout on va dire que dans le numérique, on assiste à une ascension en termes d'innovation. Il y a beaucoup d'optimisation, beaucoup d'updates, beaucoup de mises à jour, j'ai envie de dire. Mais selon vous, est-ce qu'il n'y aura pas des réelles difficultés pour que ces derniers s'adaptent à ces réalités actuelles? Alors, j'apprécie vraiment la question. Oui. Avec l'intelligence artificielle est différente d'une application Très ou bien. d'un site web. C'est pas spécifique, c'est pas standard. Très Donc, bien. ce qui est bien avec l'intelligence artificielle, c'est que vous concevez un produit qui ensuite peut être déployé de différentes manières. Parfait. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup ne savent pas qu'un autre aspect de l'intelligence artificielle, au lieu qu'elle soit uniquement intégrée dans notre smartphone, bien. on peut aussi avoir une intelligence artificielle que l'on peut contacter par numéro de téléphone, par exemple. Oh, très bien. Oui, donc c'est-à-dire on compose un numéro de téléphone et vous avez l'intelligence artificielle dédiée qui vous répond Oui. en votre langue locale et qui vous donne des informations dont vous avez besoin. Donc vous êtes au même niveau qu'une personne qui a un smartphone. Certes, il y aura des limitations, par exemple en termes de demande, Oui. mais au moins vous pourrez obtenir déjà et acquérir justement certaines informations et procéder à certaines choses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est ce qui est aussi un peu plus valorisé pour ceux qui arriveront par la suite à avoir des smartphones, c'est le vocal. On va plus vraiment sur des agents AI communicationnels, conversationnels. Donc voilà. Alors, selon vous, quel secteur africain aujourd'hui peut tirer le plus grand bénéfice de l'intelligence artificielle et plus précisément à quelles conditions? Alors, selon moi, le secteur qui peut vraiment avoir de l'impact, Très bien. vous me permettrez d'en citer deux. Je vous en prie. Il y a d'abord, premièrement, le domaine de l'agriculture. Et quand je dis agriculture, après, j'ai envie de glisser et de switcher sur l'employabilité des jeunes. Très bien. Donc, c'est vraiment ce secteur qui peut avoir vraiment de l'implosion. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut optimiser les processus. Oui. On peut aussi toucher certaines cibles qui n'arrivaient pas à être touchées jusqu'à présent. Très bien. On peut former facilement et on peut créer. En fait, les gens ne savent pas que derrière l'intelligence artificielle, il y a aussi pas mal d'emplois qui doivent être créés. Donc, quand on dit oui, l'intelligence artificielle supprime des professions, c'est réel. Je préfère dire la vérité. C'est vrai, mais c'est tout comme l'avènement des réseaux sociaux qui a justement eu à supprimer certains emplois, mais à créer de nouveaux emplois. Donc, il y a pas mal de nouveaux métiers qui sont là et qui peuvent être générés et créés et conçus et dont l'Afrique n'a même pas encore de portée et de mainmise. Donc, aujourd'hui, on a l'employabilité et on a des points comme l'agriculture qui peut vraiment être révolutionnée. Par la suite, en deuxième axe, je vois vraiment l'éducation. En termes d'éducation aujourd'hui, sans même avoir à donner des exemples purement IA, on peut tout simplement voir le fait qu'aujourd'hui, l'information est vraiment libre. D'accord? Donc, aujourd'hui, quelqu'un n'a plus de raison de dire « je ne sais pas ». Parce que l'information est là et il s'agit maintenant juste aujourd'hui de se décider à placer plus de temps, par exemple, pour dire « ok, je me forme et j'avance ». Mais imaginez une population formée. Très bien. Ce qu'elle peut devenir demain. Alors, on remarque que c'est plus un groupuscule qui s'y intéresse. Est-ce que ce n'est pas en vertu des clichés ou encore des stéréotypes en disant que oui, cette innovation numérique va supprimer et même capable de remplacer l'homme? Déjà, est-ce que vous adhérez à cette assertion? Et qu'est-ce qui explique justement le fait qu'on n'a pas une majorité, on a à peine une minorité qui s'y intéresse à se faire former dans l'intelligence artificielle et autres? Alors, pour le premier aspect, quand on dit justement que ça supprime des emplois et ça va remplacer l'homme, Oui. donc oui, ça supprime des emplois parce qu'il y a de nouveaux emplois qui doivent rentrer. Très bien.
Et malheureusement, pour certaines personnes qui sont en train de traîner le pas, j'ai envie de dire, sachez que ces nouveaux emplois-là, quand ils arrivent, il faut que vous ayez un certain niveau de compétence en termes de numérique. Si vous ne les avez pas, malheureusement, vous serez mis de côté. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on parle maintenant, c'était quel aspect, s'il vous plaît? Donc, on parlait de suppression d'emplois et ensuite du fait qu'il y a des personnes qui ne s'y intéressent pas. Voilà. Donc, pour ces personnes qui s'y intéressent pas, je dirais juste une chose, c'est que malheureusement, j'ai l'impression que c'est un problème d'information et d'éducation, encore une fois. Très bien. L'idée est de se dire, OK, aujourd'hui, quand on a des personnes qui s'y intéressent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas peut-être compris la pertinence dans leur domaine d'activité. Ça, c'est une réalité. Par exemple, aujourd'hui, quand vous approchez certains entrepreneurs ou bien certaines entreprises ou bien certaines administrations qui vous disent, OK, moi, nous utilisons uniquement ChatGPT. On n'y est pas encore. Parce que la vérité, c'est que, par exemple, une administration a le droit et même le devoir d'émettre un besoin en termes d'algorithme. Ou encore en termes d'IA, de dire, OK, d'accord, dans mon entreprise, voici ce qui se passe. J'ai besoin d'analyser les données. J'ai besoin d'avoir des prédictions. J'ai besoin d'avoir des suggestions de stratégies, etc. Il y a des use cases, donc des cas d'usage pour chaque intelligence artificielle. Mais ça encore, le marché africain n'y est pas encore vraiment ouvert parce que l'un des challenges qu'on a quand on est start-upper et qu'on est dans l'intelligence artificielle, c'est que nous devons opter pour la sensibilisation et dire, OK, voici comment en vérité on peut contextualiser tout ce qui est intelligence artificielle et voilà comment vous pouvez et vous avez besoin d'une intelligence artificielle dans votre environnement. Et justement, y a-t-il des défis même là par rapport à cela? Oui. Il y a des défis parce que, par exemple, si on doit prendre le cas de certains profils enseignants, par exemple, très bien. Dire à un enseignant qui est là depuis des années et qui a ses habitudes et ses aptitudes par rapport à ce qu'il fait, très bien. Qu'il faut aujourd'hui qu'il se forme sur les nouveaux outils, notamment en intelligence artificielle, parce qu'il y a des challenges, par exemple, qu'on rencontre en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, que ce soit des travaux en termes de thèse, que ce soit des travaux en termes de soutenance, etc., beaucoup maintenant optent pour l'intelligence artificielle. Et des fois, on a des enseignants et des professeurs qui se retrouvent face à un travail qui a été généré à 80%, par exemple, par l'intelligence artificielle et qui ne savent pas comment faire pour dire, OK, à l'étudiant, non, écoutez, en fait, là, vous avez utilisé l'IA et c'est pas bon, je peux pas valider votre travail, par exemple, etc. Ce sont des politiques qui doivent être mises en place. Donc, aujourd'hui, nos sociétés doivent commencer non seulement à revoir les politiques mises en place en termes d'éducation, donc concevoir des chartes AI éducation, concevoir aussi des politiques autour parce que, qu'on le veuille ou pas, en ce moment, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Très bien. Alors, votre entrée dans le livre blanc du comité scientifique SATIS 2025 marque une reconnaissance assez importante et symbolique. En parlant de symbole, que représente justement cette distinction pour vous et pour la recherche africaine? Je pense que derrière, il y a quand même une anecdote, comment s'est passée l'annonce et tout ce qui va avec. Alors, c'est vraiment beau, en fait, pour moi de pouvoir avoir mon nom comme ça. C'est quelque chose de beau. Très bien. Et c'est quelque chose de beau. Pourquoi? Parce que j'ai fait un constat. Ce jour-là, je ne savais pas. Je ne savais pas que mon nom était dans le livre, Satis. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand j'ai vu mon nom et que j'ai vu tous ces beaux noms à côté, voilà, et je me suis dit, waouh. Okay. Vous savez, on a mis 1 an pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, c'était vraiment des recherches et ce que j'ai eu à faire au niveau du Sénégal et les expériences que j'ai vécues aussi au niveau du Gabon en termes de recherche sur l'IA, etc. Très bien. Déjà, devoir écrire tout un article là-dessus, c'était la première fois que je m'y prêtais réellement. Et voir son travail comme ça valorisé au sein d'un livre et savoir qu'il y a eu d'autres personnes expertes aussi du domaine qui ont participé et contribué, c'est beau. En fait, ce qui était encore plus beau, c'est de voir cette synergie-là. Voir qu'il y a une Afrique qui peut s'unir et concevoir ensemble. Très bien. En parlant justement du Gabon, alors en prenant la tête du comité scientifique gabonais de la recherche sur l'intelligence artificielle, quel objectif concret vous vous êtes fixé pour les années à venir? Alors, pour les années à venir, dans un premier temps, on a plus opté d'abord pour la sensibilisation et la formation en intelligence artificielle. Maintenant, il faut savoir que le comité scientifique repose sur des projets concrets, tels que OpenAI et aussi d'autres projets que je ne peux pas dévoiler pour l'instant et qui vont être publiés et mis en avant dans bientôt. Donc, du coup, on est plus, voilà pourquoi nous avons un pôle tech au niveau, un pôle technologique carrément, un pôle tech qui travaille sur justement tout ce qui est algorithme, etc., contextualisé au niveau de l'Afrique centrale majoritairement. Donc, l'idée est de faire en sorte que non seulement l'on puisse valoriser maintenant les produits numériques qui ont été conçus
localement, mais aussi aller dans une dynamique où, deuxièmement, on participe au débat scientifique africain et mondial. Très bien. Alors, on va chuter par cette question. Vous êtes très jeune, il est vrai, mais vous avez aussi des cadets derrière. Alors, quel conseil ou encore quelle orientation donnerez-vous aux plus jeunes face à la montée de l'intelligence artificielle? Alors, ce que j'aimerais dire aux plus jeunes, c'est ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas avoir, parce que ce serait trop facile de se dire, il y a ChatGPT, donc on peut y aller. ChatGPT est un plus. Vous devez vous former, vous devez apprendre un peu plus. Mais le problème, c'est qu'en termes de fiabilité des données de ChatGPT, on n'y est pas encore. Donc, on ne peut pas faire confiance à ChatGPT à 100%, même pas une IA. Mais pourquoi clairement. cela? Parce que les données sont encore malheureusement biaisées pour certains domaines. Par exemple, au niveau de l'Afrique, on sait tous qu'en termes de corpus, en termes de données africaines, nous sommes pourtant un continent très peuplé, mais nous sommes très peu représentés en termes de données numériques. Donc, la vérité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'hallucination de l'IA. Donc, quand vous posez une question à ChatGPT, par exemple, contextualisée à vos réalités africaines, il faut savoir que ChatGPT a un certain pourcentage d'hallucination. Donc, ça ment. Donc, ce ne sont pas vraiment des informations mises à jour. Effectivement. Des fois, vous allez dire, OK, ChatGPT, est-ce que un Africain, quand il sourit, il est beau, ou bien quand il sourit, voilà, une question banale. Ce que ChatGPT va faire, s'il n'a pas l'information concrètement, il va aller chercher au niveau des USA, au niveau de l'Europe, etc., où il y a déjà ces données, et il va dire, OK, on va contextualiser la réponse, tout simplement. Et dire, OK, d'accord, mais vous savez, oui, quand l'Africain sourit, voilà, mais il vous dira pas forcément, je ne sais pas. Ok, très bien. Oui. Un dernier mot de fin que vous souhaitez dire? Alors, dernier mot de fin, c'est vraiment, il faut que les gens investissent, surtout les États investissent sur la recherche. Très bien. Parce que tout commence d'abord par la recherche. Et c'est la recherche qui permet d'obtenir la stratégie qu'il faut. Il faudrait aussi que nos administrations, nos États comprennent justement le challenge non seulement identitaire, mais sécuritaire que représente l'intelligence artificielle aujourd'hui pour l'Afrique et qu'on n'aille pas trop dans le sens des forums, mais qu'on aille aussi dans l'action. Et pour ça, on doit faire confiance aux startups. Très bien. Et à l'heure actuelle, l'urgence, c'est quoi? Alors, à l'heure actuelle, l'urgence, c'est comme je l'ai répété depuis le début, c'est la formation et la sensibilisation. Il ne faut pas que l'on passe à côté de ça, comme nous sommes passés à côté de l'avènement des réseaux sociaux, par exemple. Très bien. Merci beaucoup, Madame Orly Melba. Merci infiniment. Voilà, qui nous rappelle que l'intelligence artificielle est souvent perçue comme une technologie future. Néanmoins, avec OpenAI, on comprend qu'elle peut aussi être une technologie de mémoire et de transmission d'identité. Merci encore, chers web spectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous disons au revoir, mais à très bientôt sur les plateformes de TSM.